8h17, presque 18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Pierre-Alexis Blévin, maire de Pléneuf-Valandré. Il est avec nous en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon. Alors, malgré les vicissitudes routières, vous avez pu nous rejoindre ici au Totem. On va parler de politique ce matin. On va parler des municipales. Allez, une question me brûle les lèvres, Pierre-Alexis Blévin. Est-ce que vous allez vous représenter ou est-ce que c'est un peu tôt ? Pour l'instant, c'est un peu tôt. L'équipe municipale est en pleine action. On a encore un certain nombre de dossiers à gérer avec les services de l'État. Et la décision a été prise pour l'instant de prendre encore le temps avant de donner une réponse. Voilà, donc je vous reposerai la question quand vous reviendrez, c'est promis. Pierre-Alexis Blévin, vous avez vu vous exprimer ces temps derniers autour de Pléneuf-Valandré sur le logement en particulier, et vous avez décidé de prendre des mesures pour éviter finalement que les hôtels, par exemple, se transforment en logements. Quel a été le facteur déclencheur de votre décision ? Déjà, la première chose, c'est que la chance qu'on a à Pléneuf-Valandré, c'est qu'on a encore la maîtrise du plan local d'urbanisme. Et si nous n'avions pas cette compétence, aujourd'hui, les décisions qui ont été prises n'auraient pas pu être prises et elles auraient nécessité, en tous les cas, d'autres acteurs et auraient été beaucoup plus longues. Mais c'est vrai que j'ai pu constater, et nous l'avons constaté, c'est que Pléneuf-Valandré, par le passé, on avait un certain nombre d'hôtels et de pensions de famille qui se sont transformés au gré des années et qui se sont transformés en logements. Avec la difficulté d'un dossier en particulier, celui du Grand Hôtel, puisqu'il y a de cela à peu près plus d'une dizaine d'années, la ville de Pléneuf-Valandré était propriétaire d'un hôtel en bord de mer et elle a souhaité le vendre à un promoteur immobilier qui avait notamment pour engagement de refaire un hôtel et de le remettre aux normes d'aujourd'hui. Et il s'est avéré que cette parcelle sur laquelle se situait l'hôtel était grevée d'une servitude hôtelière et la vente a eu lieu à hauteur de 1 500 000 €. Et malheureusement, l'hôtel a été détruite, la construction n'a pas eu lieu et l'usage hôtelier de la parcelle a été modifié. Cette parcelle de 1,5 million est passée à 3,2 millions. La commune n'a pas touché un centime de cette plus-value. Et pour autant, aujourd'hui, on se retrouve avec un bâtiment qui n'est plus un hôtel et qui est venu impacter le déficit de lits touristiques que nous avons et qui nous ont permis par le passé de nous classer de nous permettre d'être classés commune classée station touristique. Et il s'avère que le 28 mai dernier, le préfet des Côtes-d'Armor m'a envoyé un courrier parce qu'on est en procédure de renouvellement. Et à cette occasion, il a pu constater que le nombre de lits de la commune était insuffisant par rapport aux nouvelles normes et aux nouvelles réglementations. Vous risquez donc de perdre ce label de station de tourisme ? Alors il y a un risque, je pense que maintenant le risque est minime, et voire même quasi minime, quasi nul, puisqu'on a fait un certain nombre d'efforts. On a pu permettre avec les hôteliers de les reclasser en 3 étoiles, et également on a transformé le PLU et on les a contraints à rester tous en zone hôtelière. Alors ça pose la question finalement de ces communes en bord de mer dont fait partie évidemment Pléneuf-Valandré qui aujourd'hui sont devenues un petit peu, permettez-moi le terme, il est peut-être un peu fort, mais des communes dortoirs pour venir profiter du paysage, profiter de la mer, mais pas forcément pour y vivre. Alors moi je dirais que nous on a 56% de résidences secondaires, c'est historique, hein, et comme toute la côte française, mais aujourd'hui il y a la nouvelle loi Le Meur. Et nous allons ouvrir à l'urbanisation des zones qui vont être, et ça c'est quelque chose de nouveau que le législateur va nous permettre de faire, va nous permettre de zoner des zones entières en résidence principale. Et les gens qui y habiteront seront nécessairement soit propriétaires en résidence principale, soit permettront à des gens d'y louer et d'y vivre à l'année en résidence principale. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas non plus que des communes restent finalement que des communes qui ne vivent que l'été. C'est ça aussi l'importance de la chose, même au niveau économique. Complètement d'accord. Et malheureusement, on a vendu par le passé un certain nombre de terrains pour permettre à des jeunes actifs de venir s'installer. Et force est de constater que la plupart d'entre eux ont profité du Covid et ont revendu et ont fait de belles plus-values sur le dos du contribuable.
Alors, je vais vous demander, Pierre-Alexis Blévin, d'éloigner votre téléphone, voilà, qu'on entend un petit peu dans le micro. Voilà, ça, c'était le petit message de service. Vivre à Pléneuve-Valandré, c'est aussi vivre dans une zone qui est quand même plutôt agréable, mais il y a aussi à Pléneuve comme ailleurs des problèmes de sécurité. On a vu là aussi ces derniers temps que il y a eu des cambriolages, hein, comme partout, quelques incivilités. Vous avez décidé d'armer votre police municipale. Là aussi, c'était un choix qui a fait débat ou c'était naturel? Alors, ça fait déjà à peu près 5 ans que la police municipale de Pléneuve-Valandré est armée. Le choix a été fait de plusieurs ordres. Déjà, ça a été à l'initiative des agents qui en ont fait la demande, premièrement. Deuxièmement, on s'est rendu compte lors des recrutements de policiers municipaux que c'était quand même une denrée rare, que ça devenait de plus en plus difficile de recruter des policiers municipaux, qui plus est lorsqu'ils venaient de communes où ils étaient déjà armés. Et puis troisièmement, c'était un engagement. Lorsque j'ai fait un recrutement, ce policier en question était armé. Je m'étais engagé également à lui maintenir l'arme. Et puis quatrièmement, j'ai vu que les agents portaient des uniformes et que c'était des cibles au même titre que les policiers judiciaires et les gendarmes. Et puis on se rend compte maintenant qu'on est primo-intervenant, que la gendarmerie de Pléneuve-Valandré intervient de Plurien jusqu'à Iffignac, que régulièrement elle ne peut pas intervenir en premier intervenant, et du coup il y a ce travail collectif qui se fait entre ma police municipale et les agents de l'État. Et puis il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est que j'ai pu recruter des policiers municipaux qui pour certains viennent de la préfecture de police de Paris, qui sont détachés, qui sont en fait des policiers judiciaires à la base et qui, souhaitant se rapprocher de la côte, en ont profité pour revenir en Bretagne. Ce qui est une bonne idée finalement. Pierre-Alexis Blévin, ça pose aussi la question aujourd'hui de la société. On voit une société très fracturée. Ça va nous amener un petit peu à la réflexion politique. Une société très fracturée, une société aussi qui devient de plus en plus violente. On voit la progression du narcotrafic un peu partout, en Bretagne en particulier. Est-ce que d'ailleurs Pléneuve-Valandré est touché par ce trafic de narcotrafic? Alors je pense qu'on n'est pas touché autant que peut l'être une ville comme Saint-Brieuc, c'est certain. Après, toutes les villes aujourd'hui, je pense, sont sujets à ce type de difficultés et au trafic de drogue. Mmh. Alors justement, le trafic de drogue, c'est une lutte permanente. Ça veut dire aussi des effectifs, ça veut dire des moyens. Ça nous ramène là aussi aux moyens donnés aux communes pour pouvoir lutter. Alors, est-ce que c'est leur rôle déjà? Alors, je pense que déjà à Pléneuve-Valandré, la première chose qu'on va faire et qui a été fait, on a échangé énormément avec les services de l'État là-dessus, mais on va mettre des caméras à l'ensemble des entrées de la ville. On va pouvoir scanner l'ensemble des plaques d'immatriculation. Il y aura un logiciel intelligent qui va nous permettre de constater si les voitures sont volées, qui va nous permettre également de revenir après sur ces véhicules au besoin pour les services de gendarmerie s'ils ont besoin d'améliorer leurs enquêtes. On en mettra certainement sur les ronds-points. Et à un moment donné, en fait, ça se saura. Et toute personne qui souhaitera venir cambrioler à Pléneuve-Valandré saura en fait que dès qu'il rentrera dans le périmètre de la commune, il aura un risque en fait qu'on puisse plus facilement revenir vers lui. C'est le seul moyen aujourd'hui pour avoir une forme de quiétude dans les communes, justement d'investir dans ces moyens techniques qui font parfois débat d'ailleurs aussi. Alors le souci c'est que, à l'instar d'un certain nombre de communes bretonnes, hein, on a à peu près en moyenne un cambriolage toutes les semaines. Alors moi j'en suis conscient parce que étant maire de la commune, j'ai connaissance de des faits qui ont lieu, mais je me rends compte que une année il y a eu plus de 143 cambriolages entre Pléneuf, Erquy et Saint-Alban. Et à un moment donné, j'explique à mes administrés qu'il faut qu'ils ferment les portes à clé quand ils vont se coucher le soir, que je leur demande d'être vigilants surtout et d'installer des alarmes chez eux. Mais à un moment donné, on ne pourra pas tout faire et la ville n'a pas vocation à assumer des pouvoirs de police judiciaire en l'état, en tous les cas, des règles et des lois qui sont en vigueur. Là aussi, c'est la prévention qui prévaut. Alors, il y a de la prévention. Après, on est aussi, chez moi, à Pléneuve-Valandré, sur un public âgé. Donc, c'est pas toujours simple. Et puis, également, on a un certain nombre de maisons qui sont vacantes une partie de l'année et qui sont visitées et dont les propriétaires se rendent compte que très tardivement.
Il y a aussi aujourd'hui, on parlait de la politique un peu plus largement, les moyens. Alors, j'avais envie de vous poser la question, comment vont les finances de Pléneuve-Valandré aujourd'hui? Parce que on entend beaucoup de communes aujourd'hui qui se plaignent parce que voilà, l'État réduit de plus en plus les moyens alloués aux communes. Est-ce que c'est le cas pour Pléneuve? Alors moi, depuis le début de ce mandat, j'ai un adjoint qui est un ancien banquier, donc qui fait qui fait très attention et puis qui a cette logique du privé d'essayer à chaque fois de nous amener à aller à l'économie et d'être ingénieux dans les sources de financement. Donc depuis ce mandat, on a tout fait pour essayer de chercher des financements publics et privés. On a mis en place un fonds de dotation communale et on permet au secteur privé de venir abonder, défiscaliser notamment un certain nombre de projets communaux. On va également sur l'ensemble des projets que l'État donne en contrepartie de subventions. Et c'est dans ce cas qu'on a financé le paddle tennis. C'est dans ce cas également qu'on est en train de financer la piscine de Pléneuve-Valandré. Donc on fait tout en tous les cas pour être le plus responsable avec les finances publiques. Et puis troisièmement, je pense qu'à un moment donné, et c'est là ce qui me surprend, c'est que l'État essaye de se désendetter sur les communes. On a quand même des dotations globales de fonctionnement qui, à mon sens, ne doivent pas être réduites parce qu'on assume on assume des services publics de proximité. L'État, au fur et à mesure, se désengage, mais ne peut pas se permettre derrière de ne pas nous donner la contrepartie financière des compétences qu'il nous octroie. Aujourd'hui, les communes, ou plus largement les territoires, sont la variable d'ajustement, selon vous, les collectivités locales, la variable d'ajustement des économies de l'État. C'est un petit peu ce que vous ressentez aujourd'hui? Oui, j'ai le sentiment aujourd'hui que l'État essaye de se désendetter en partie de cette façon. On se rend compte déjà que depuis une vingtaine d'années, on a un désengagement de l'État sur un certain nombre de politiques publiques qui nous ont été rétribuées et pour lesquelles, en fait, on se rend compte qu'à défaut parfois de les transmettre aux communes, ont été transmis à ce qu'ils appellent aujourd'hui le bloc communal, aux intercommunalités. Et donc justement, ça crée des difficultés aujourd'hui, même vis-à-vis des usagers. On peut imaginer, par exemple, pour le ramassage des ordures ménagères ou des choses très concrètes. Ça crée de véritables difficultés parce qu'on a un millefeuille administratif dont la plupart des administrés ont du mal à comprendre en fait le partage de compétences. Et ce qui m'amène à penser, et c'est aussi cette chose aussi que j'aimerais dire, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que le statut des collectivités n'est pas constitutionnel. C'est-à-dire que dans la Constitution française, on évoque l'existence de 3 niveaux de collectivité, les départements, les communes et les régions, mais en fait leurs compétences ne sont pas définies constitutionnellement parlant. Ce qui n'est pas le cas en Espagne ou en Italie, où on se rend compte en fait qu'il y a un véritable statut des collectivités qui est ancré dans la Constitution, et donc le législateur ne peut pas remettre en question les compétences des collectivités. Chez nous, en France, qu'une loi fait, une loi peut le défaire, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a un certain nombre d'instabilités dans nos différentes lois de décentralisation, et qui nous amènent, nous, les élus locaux, à être souvent inquiets des futures lois qui vont être prises par les différents gouvernements, dont pour certains, nos représentants à l'Assemblée nationale n'ont pas été élus locaux et ne savent pas ce que c'est qu'en fait gérer des collectivités et ne voient pas en fait l'intérêt de maintenir la compétence plan local d'urbanisme à un maire ou tout simplement de garder l'eau et l'assainissement au niveau communal. Et ça, c'est aussi cette difficulté qu'on peut retrouver auprès de nos représentants. Justement, les représentants des citoyens, les députés, pour faire simple, il faut, selon vous, qu'ils aient exercé un mandat d'élu, alors ça peut être maire, ça peut être conseiller départemental. Pour vous, c'est essentiel? Alors pendant très longtemps, moi j'ai été contre le cumul des mandats, mais je pense aujourd'hui que ce qui existait par le passé, c'est-à-dire le fait d'avoir été élu local, c'était un peu un rite de passage de chaque parlementaire. Et quand on a été éprouvé par la fonction locale, et qu'on a été élu local, on a été amené à devoir parler avec des gens qui ne pensent pas comme nous, des gens de gauche comme de droite, et on a été obligé de faire des concessions dans l'intérêt général et dans l'intérêt local. Au niveau local, en plus, quand on devient maire ou conseiller municipal ou adjoint, on est amené à se façonner, on est obligé de s'adoucir. Moi, je vois, quand j'ai fait mon conseil municipal, il y a un certain nombre de personnes qui venaient de tous bords, qui venaient de toutes origines sociales et autres. Ils étaient avec leurs expériences du privé et ils ont été obligés de se mettre au niveau de nos administrés, même si parfois ils sont compliqués, on doit être à leur portée. Et malheureusement, même si c'est pas toujours simple parce qu'on a des gens agressifs en face de nous pour certains, eh ben on est obligé d'être là, de tenir la barre et d'aider tout le monde.
Justement, l'agressivité aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de cette société fracturée, de cette forme d'insécurité parfois. Est-ce que vous la ressentez de plus en plus ou est-ce que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis le début de votre mandat? Alors depuis le début, moi au niveau local, j'ai eu un début de mandat compliqué avec un certain nombre d'administrés qui me connaissaient pas. Et c'est vrai qu'avec du recul, avec 5, voire pratiquement 6 années de recul, aujourd'hui, au niveau local, je suis heureux d'être avec mes administrés, ça se passe bien. Maintenant, au niveau national, quand j'ouvre ma télévision et que je regarde ce que je vois à l'Assemblée nationale, je suis quand même très surpris. Et c'est vrai que je suis inquiet. Je suis inquiet parce que j'ai l'impression que les décisions qui sont prises à des fins politiques, voire même politiciennes, et que derrière, il n'y a pas d'intérêt général chez certains de nos députés qui, à l'Assemblée nationale, s'écharpent et trouvent des excuses pour ne pas voter tel ou tel budget ou telle loi. Ça vous inquiète justement je vais dire ce brouillard qu'il y a aujourd'hui qui entoure le budget et le vote qui doit intervenir avant la fin du mois de décembre, dont on dit d'ailleurs que ça va être très compliqué, plus de 1000 amendements actuellement en lecture à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous inquiète? Là encore, est-ce que ça vous inquiète pour votre commune, pour la collectivité plus largement? Oui, ça m'inquiète parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs financiers à l'égard des collectivités qui sont nécessaires et qui ont été rognés plusieurs fois et qui sont revenus après grâce à nos débats avec nos parlementaires. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une certaine forme d'instabilité dans les futures politiques publiques. Et puis ce qui m'inquiète, c'est comme je vous l'ai dit, c'est quand on a été élu local, on a été amené à travailler avec d'autres personnes. Et là, j'ai l'impression que nos députés sont pas capables de travailler ensemble, sont pas capables de se mettre autour de la table et de se dire bon, on fait une pause et on essaye de trouver tout en étant raison gardée, tous les cas, tout en faisant en sorte de trouver des consensus, de trouver un budget qui convienne à tout le monde, parce qu'on peut pas aller dans les extrêmes au niveau budgétaire et l'argent magique n'existe pas. Quand je vois les types d'impositions qui sont créés au jour le jour, on peut peut-être s'étonner sur le fait qu'il n'y ait pas eu d'études d'impact avant de les voter. Alors justement, aujourd'hui, on voit ces difficultés à trouver un compromis à l'Assemblée nationale. On voit aussi une montée, par exemple, du Rassemblement national d'un côté, de LFI de l'autre côté. Ça vous inquiète, ce clivage un peu violent du paysage politique? Je constate en fait qu'une chose, c'est qu'aujourd'hui, nos administrés se disent qu'ils ont voté pour différents partis qui ont été en fonction et qu'à un moment donné, ils souhaitent en fait ils souhaitent voter et tester d'autres partis. Mais est-ce que c'est la solution? Ça, c'est pas forcément sûr. C'est le fait qu'on les ait pas écoutés finalement, les Françaises et Français, dans leurs demandes, dans leurs attentes. Eh ben le problème, c'est qu'il y a des attentes différentes. Et à un moment donné, je pense qu'il faut aller dans la fosse aux lions, comme nous on le fait en tant qu'élus, et il faut essayer de trouver des consensus pour contenter tout le monde. Alors trouver des consensus, ça veut aussi dire trouver des majorités parfois pour arriver à gouverner. C'est un petit peu le problème actuel. On voit la droite qui est un peu exsangue aujourd'hui. Une partie de la droite qui se tourne vers le Rassemblement national, l'autre vers le centre. Pour la gauche, c'est pareil. Si on prend le cas du Parti socialiste, voilà, c'est pas simple non plus. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que, alors je vous demande pas d'avoir une boule de cristal, mais comment vous voyez la sortie de crise, si on peut imaginer ça? Pendant longtemps, on a fustigé le 49.3 et aujourd'hui, on se rend compte que un certain nombre de parlementaires aimeraient qu'il soit encore remis sur la table. Une chose est certaine, c'est que en tous les cas, chez nous, au niveau local, l'opposition ne vote jamais le budget. Et moi, ça m'arrive en commission des finances d'échanger avec mon opposition, même si elle dit du bien de mon budget en commission des finances. Le jour où on va voter le budget, elle vote jamais le budget. Donc, essayer de faire voter un budget par des oppositions, ça va être très compliqué. Sauf à se mettre tous autour de la table et à dire on essaie de trouver un consensus pour faire adopter un budget sans que vous en ayez à porter la responsabilité, parce que la plupart des députés en question, ce qu'ils veulent, c'est surtout pas assumer la responsabilité du budget, du futur budget. Et penser en fait qu'on va arriver à faire voter le budget à des oppositions va, à mon avis, est peine perdue, d'autant quand on a un peu d'expérience politique, et notamment au niveau local, où on sait que par nature, l'opposition ne vote jamais un budget. On va se retrouver a priori avec un budget qui sera adopté par ordonnance. Voilà, c'est un cas de figure rare, mais ça veut dire aussi un budget très contraint. Ça veut dire aussi beaucoup d'économies. Là encore, ça me ramène au territoire, ça me ramène aux communes.
On peut encore faire des économies aujourd'hui dans nos communes. On peut faire des économies à Pléneuve-Valandry, par exemple. Le souci, en fait, c'est que l'État s'est désengagé au profit des communes et des départements et des régions. Et quand on regarde aujourd'hui l'état du département des Côtes-d'Armor avec ses difficultés financières, la question de se dire est-ce qu'on doit faire des économies maintenant sur les collectivités, à mon sens, c'est pas la bonne question. Peut-être qu'il faut changer le modèle. On est dans un État unitaire décentralisé. Peut-être qu'il faut plus de fédéralisme. Aujourd'hui, il y a un vrai débat sur la Nouvelle-Calédonie et son avenir. Aujourd'hui, peut-être que le modèle de l'État-providence tel qu'on l'a connu n'est peut-être plus aussi finançable. Et peut-être que c'est le moment aujourd'hui de donner aux régions, aux départements et aux communes de véritables pouvoirs publics, leur donner aussi des impôts qui leur sont reconnus d'un point de vue juridique et parce qu'aujourd'hui tous ces impôts dépendent d'une loi, mais qui est de véritables statuts constitutionnels qui viennent sanctuariser les compétences des uns et des autres et que l'État revienne en fait, comme un certain nombre d'États fédéraux reviennent fédéral, mais en tous les cas reviennent en fait sur des compétences qui lui sont propres et viennent régir en fait le fonctionnement institutionnel et laissent en fait les pouvoirs locaux agir. Et depuis 1789, on a eu une forme de jacobinisme, de centralisme, et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas fait confiance. Et depuis, et c'est historique dans notre pays, dans sa construction, on n'a jamais fait confiance en fait aux élus locaux. Pourquoi ? Parce qu'à la base, on est un millefeuille de différentes régions, avec nos terroirs, avec nos sensibilités, avec nos langues, avec également nos cultures qui peuvent être différentes, et que le temps nous a amené à faire nation. Mais aujourd'hui, vu que la nation n'est pas remise en cause, à mon sens, il est grand temps aujourd'hui que le pouvoir constituant envisage certainement une réflexion sur l'avenir des collectivités et fasse en sorte que on puisse avoir de véritables compétences sanctuarisées et que l'État se reconcentre sur ses missions premières et se permettent indirectement nous permettre de gérer, nous donne des moyens qui puissent pas remettre en question, notamment d'un point de vue financier, et lui se concentre sur des fonctions nobles telles que elles existent dans d'autres pays, comme en Allemagne, comme notamment aux États-Unis. Voilà. Voilà, donc laisser le régalien à l'État et la souveraineté internationale. Voilà, et laisser les communes, ou en tout cas les collectivités territoriales, gérer en fonction de leur... Voilà, et essayer de gommer les différences entre territoires telles qu'elles peuvent parfois exister. Voilà, éviter qu'il y ait de la concurrence finalement entre les territoires. En tous les cas, la concurrence parfois est saine. Hein. Ce qu'il faut, c'est que, je vois, nous, entre communes littorales et touristiques, on est sous une certaine forme de concurrence parfois. Mais pour autant, c'est ce qui aussi est un leitmotiv dans nos missions. Ce qu'il faut, c'est surtout pas nous empêcher d'avoir les moyens de faire ce qu'on souhaite mettre en œuvre. C'est ce qui fait aussi que, et j'en reviens, le maire, les communes sont les seuls à avoir la clause générale de compétences, qui nous permettent aujourd'hui d'agir là où parfois le législateur n'est pas intervenu. Eh bien, je pense qu'il faut également réfléchir si on ne doit pas également, pour les régions et les départements, leur remettre la clause générale de compétences qui existait et qui n'existe plus, sous certaines formes bien encadrées, mais qui puissent agir également au besoin lorsque l'intérêt local le nécessite. Avec la Constitution, vous parliez tout à l'heure, Pierre-Alexis Blévin, de la Constitution qui ne donne pas justement de moyens juridiques aux communes ou aux territoires, ou en tout cas pas assez. Est-ce qu'il faut la remettre en cause, cette Constitution ? Est-ce qu'il faut... Tenez, on a entendu du côté de chez LFI l'idée de passer à une 6e République. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est plausible ou faut tout simplement modifier la 5e ? Non, moi je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à passer sur une 6e République. Il suffit juste tout simplement de modifier, d'adapter la Constitution de la 5e République. Tous ces textes juridiques sont amenés à évoluer avec l'évolution de la société. Mais et puis il y a une chose, il y a quelque chose qu'il faut quand même peut-être dire. On est passé du septennat au quinquennat. On se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, on ne parle que de la prochaine élection présidentielle. Ça pourrit, en fait, les débats, puisqu'on ne parle que de la prochaine présidentielle. Il faut redonner du temps long à la politique. Peut-être que, en fait, c'était peut-être une bonne chose d'être sur une forme de septennat. Peut-être qu'on ne pensait pas autant à la prochaine présidentielle. Quand on a des élus au niveau national qui ne pensent qu'une chose, c'est d'être élu président de la République, et qui aujourd'hui font en fonction de la prochaine présidentielle, et pas dans l'intérêt général, et pas dans l'intérêt de nos administrés, on peut se poser des questions. Chose qui n'existait pas avant par le passé. Aujourd'hui, à peine élus, 5 ans c'est court. Et on se rend compte que même les parlementaires, les députés, au bout d'un moment, ils savent qu'ils vont devoir prendre des décisions compliquées et qu'il y a un risque également pour leur réélection.
On a le sentiment aujourd'hui, en tout cas c'est ce que disent les observateurs, que par exemple à l'Assemblée nationale, on prend pas de risque, on bouge pas pour éviter qu'il y ait par exemple une dissolution, encore une, et qu'il faille repasser devant le peuple et que voilà, forcément le peuple a évolué, les gens ont évolué, n'ont pas forcément de très bonne idée de leurs parlementaires et qu'ils risquent de ne pas être élus. Il y a une forme de s'accrocher un peu à son siège aujourd'hui. Je pense que... Pour certains, j'entends, hein, je généralise pas. Les parlementaires concernés je les comprends, ils sont directement impactés. Je comprends aussi la peur du vote sanction. Surtout que pour certains, même si derrière ils ont fait des choses, peut-être que leurs administrés les ont pas vus, parce que c'est pas toujours simple de communiquer. Moi, je vois rien que à mon échelle, dans ma commune, à chaque fois on me dit vous ne communiquez pas assez, et j'ai beau communiquer et on me dit vous ne communiquez pas assez. On n'était pas au courant. Quand on parle de l'armement de la police municipale, ça fait déjà 5 ans que la police municipale de Pléneuve-Valandré est armée. Il y a des gens qui me parlent de la nouvelle mesure que je viens de prendre et qui se rendent pas compte qu'en fait, ça fait 5 ans que la police est armée. Donc, à l'échelle d'une circonscription législative, je comprends qu'il y ait des parlementaires qui sont inquiets, d'autant qu'ils sont certainement, ils ont certainement fait du bon travail, mais ils ont peut-être pas pu, depuis la dernière élection législative qui date d'il y a à peu près 1 an, ils ont peut-être pas pu la valoriser et valoriser leur travail convenablement, et ils risquent peut-être un vote sanction. Avec aussi la prédominance politique. Alors, on dit souvent que dans les communes, les élections, alors c'est peut-être pas forcément vrai pour les grandes villes, mais en tout cas pour les villes moyennes ou les communes, souvent on élit une personne, on ne va pas élire un parti politique. Est-ce que c'est valable par exemple à Pléneuf? Moi, je pense que si on veut être un bon élu, il faut aimer les gens. Il faut pas faire cette fonction si on n'aime pas les gens. Et parce qu'on prend des coups, on prend des remarques, on est sans arrêt critiqué. Les gens sont parfois durs avec nous. Ils regardent tout ce qu'on fait. Et puis, comme on a un public qui est assez large, on a toujours des gens qui sont là pour critiquer et nous casser du sucre. Mais on est là dans l'intérêt général. Et quand on aime les gens, on sait faire. Et moi, ce que je me suis efforcé de faire, quelle que soit l'issue de ce qui se passera à la fin de ce mandat de 6 ans, je me dirais une chose, c'est que j'ai essayé de servir avec honorabilité l'ensemble des Pléneuviens. Je suis allé les voir un par un, j'ai répondu à toutes leurs questions. Ça n'a pas toujours été simple. On a mis en place de la démocratie participative, très difficile, avec des gens qui parfois ne comprennent pas qu'on puisse pas tout mettre en œuvre, qui ne comprennent pas on est sur des procédures de marché public, que ça ne peut pas aller aussi vite que dans le privé. On a été au quotidien, sur toutes les routes, sur tous les nids de poules. On est allé voir tout le monde un par un et on a essayé de les aider. Parce que malheureusement, parfois, on a en face de nous des gens qui ne pensent qu'à eux, qu'à leur rue, qui n'en ont rien à faire de savoir qu'on a un budget à gérer, et qui, même si on leur dit, mais attendez, on a d'autres rues à faire avant la vôtre, nous disent, mais moi, ce qui compte, c'est ma rue et pas autre chose. C'est une forme de clientélisme un petit peu. C'est pas du clientélisme, c'est parce qu'on a 40 ans de retard sur nos voiries, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me fais interpeller dans toutes les rues. Avant, on avait la compétence eau. Quand on refaisait les réseaux d'eau, on faisait payer aux usagers de l'eau par la redevance la réfection des voiries. Aujourd'hui, je n'ai plus la compétence eau qui a été transférée à l'agglo, et je dois payer la réfection des voiries avec le budget général. Et le problème, c'est que mon budget général n'est pas extensible. Et donc, quand je dis à mes administrés que je suis en train de refaire des routes, et en plus de ça, au-delà du fait qu'on refait la route, c'est que derrière on a des travaux. Et les travaux génèrent des perturbations qui génèrent également un mécontentement chez nos administrés dans une commune où sur 2 mois de l'année, juillet et août, on ne peut pas faire de travaux. Donc, compte tenu de l'afflux estival. Donc j'essaye d'être le plus conciliant possible. Et puis surtout, chose qui peut-être n'avait pas pu être faite ou n'avait pas été faite par le passé, on essaie de répondre à tout le monde. Quand quelqu'un me dit, vous m'avez pas répondu, soit j'ai fait une erreur, soit j'ai pas reçu son courrier. On essaie de répondre à toutes les doléances. Il y a aussi, je voulais vous entendre là-dessus, Pierre-Alexis Blévin, pour conclure. On parle aussi beaucoup d'écologie aujourd'hui. Évidemment, Pléneuve-Valandré, il y a un trait de côte, il y a la plage. Est-ce que aujourd'hui il y a une réflexion autour justement de ce trait de côte, du futur changement climatique qui va sans doute bouleverser ce trait de côte? Est-ce que ça fait partie aussi de vos préoccupations? Alors nous, on a travaillé avec les services de la préfecture. On a fait un plan de prévention des risques littoraux d'inondation. On a l'érosion du trait de côte qui est prise en compte. On a 2 zones sensibles en question qui font l'objet d'études et qui vont nécessiter en tous les cas des études complémentaires pour renforcer le trait de côte. Voilà, je voulais vous entendre là-dessus, Pierre-Alexis Blévin. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes maire de Pléneuve-Valandré et que vous étiez avec nous en direct malgré les vicissitudes de la route. Il y a quelques déviations ce matin pour venir de Pléneuf à Saint-Brieuc. Merci beaucoup, très belle journée. Merci. Bretagne 5 matin.